l'École des sciences de gestion lors de cette soutenance de thèse. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la soutenance de thèse de M. Doni Arnaldo Femi Fagla. Et bienvenue. Je vous souhaite une soutenance intéressante. Et je vais d'abord remercier, avant de céder la parole au président du jury, je vais d'abord remercier les membres du jury qui ont certainement lu la thèse, collaboré, particulièrement les directeurs, collaboré à la rédaction. Alors, les membres du jury sont les suivants. Madame Amina Chibli, de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, en région d'Alger, en Algérie. Madame Lucie Comoricet, qui est du département d'études urbaines et touristiques, et ici de GLCAM. Et finalement, et M. Michel Rochefort, qui va être le président du jury. Et évidemment, les deux directeurs, M. François Racine et Dominique Lapointe, tous les deux étant de l'ESGLCAM, comme M. Rochefort d'ailleurs. Alors, M. Fagla, c'est une étape très importante de votre vie. Je crois que vous êtes très bien préparé. On ne se présente pas de non préparé, ce genre de choses. Et je vous souhaite là beaucoup de succès dans la présentation de votre mémoire. De votre thèse. C'est très différent de mémoire. Et ce faisant, je cède la parole à M. Rochefort. Bonjour Fémi, bonjour ceux qui sont les membres du jury, bonjour ceux qui sont présents dans la salle et sur Internet. En tant que président du jury, je vais piloter un peu l'organisation de cette soutenance. Pour rappeler, donc, vous avez 30 minutes pour présenter votre sujet. Par la suite, on fait un premier tour de table avec des questions où les différents membres du jury peuvent poser. On peut faire un deuxième tour de table également pour compléter si on a des questions supplémentaires. Après la question, quand il n'y a plus de questions, il y a la délibération du jury. Donc, on va malheureusement demander à ceux qui sont dans la salle de partir pendant que le jury délibère. Et après, on vérifie et on vous donne le résultat de cette soutenance. Donc, pour le côté un peu plus officiel de vous inviter à présenter, donc, Fémi, vous avez présenté votre thèse intitulée « L'adaptation humaine face à la combinaison des stress démographiques, climatiques et des ressources, le cas de la cité Lacuse de Gabiné au Bénin ». Vous l'avez déposé, ça a été analysé par les différents membres du jury en plus d'optation de doctorat en études urbaines. Donc, maintenant que le jury a lu et eux ont accepté pour soutenance, je vous invite à prendre votre 30 minutes pour nous le présenter. Et après, il y aura la parole aux membres du jury. Merci, monsieur le président du jury. Honorables mesdames et messieurs les membres du jury, chers amis, familles et collègues, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats de notre recherche doctorale sur le thème de l'adaptation urbaine face à la combinaison des stress démographiques, climatiques et des ressources. Le cas de l'habitat vernaculaire Lacuse de Gambier au Bénin. Notre présentation se déroulera en 3 parties compte tenu du temps imparti. Et sans plus tarder, j'aimerais quand même vous situer le contexte dans lequel s'est déroulée cette recherche. Avant toute chose, l'humanité et les écosystèmes subissent des aléas, des impacts combinés de plus en plus violents. Où que l'on soit sur la planète, nous ressentons le caractère extrême et graduel. Mais nous tenons à vous rappeler que, quel que soit dans le froid, dans le désert ou sur l'eau, l'histoire de l'humanité s'est aussi construite sur la résilience, la capacité à s'adapter, à concevoir des formes culturellement adaptées compte tenu de l'importance des opportunités que les écosystèmes nous offrent. Et donc, c'est par rapport à cela que nous nous sommes dit que ce serait intéressant d'explorer ce que c'est que l'adaptation et comment est-ce qu'on pourrait le mobiliser pour améliorer nos politiques de résilience et d'amélioration de nos cadres de vie par rapport aux changements que nous connaissons tous les jours. Alors, je vais directement sur la problématique. Que nous apprend la revue de littérature sur la question? Dans le champ des études urbaines, nous avons mobilisé principalement 2 champs. Celui portant sur les études de la résilience et la discipline de la morphologie urbaine. Au niveau des études de la résilience, on a constaté que c'est un champ extrêmement polysémique, extrêmement complexe, qui sera difficile de mobiliser tout seul pour expliquer le phénomène de l'adaptation. Néanmoins, il faudrait quand même reconnaître que
les choses de la résilience, la notion d'adaptabilité ou de capacité d'adaptation en tant que qualité qui a été largement documentée pour comprendre l'évolution de nos écosystèmes et de nos milieux construits. Lorsque je prends la discipline de la morphologie urbaine, elle a mis en avant les forces sociales, économiques, environnementales qui contribuent à faire évoluer les formes et les techniques de construction à différentes échelles spatiales. Donc ici, c'est vraiment la notion du comment on fait évoluer les formes qui sont mises en avant et très peu celle du pourquoi des actions de la communauté. C'est alors là que nous sommes venus à un type de se dire, mais pourquoi ne tente pas-t-on de créer un cadre conceptuel qui soit capable de relier justement la question du comment et de pourquoi pour essayer de construire et de comprendre le phénomène de l'adaptation comme un phénomène social complet, un processus qui met en avant des cycles adaptatifs et plusieurs états d'équilibre. Alors, pour cela, nous avons saisi cette opportunité et nous avons décidé donc d'étudier le processus d'adaptation d'un milieu vernaculaire autoconstruit en pleine transformation et subissant des tresses combinées. Nous avions deux opportunités, l'habitat lacus de Xochimilco au Mexique et l'habitat lacus de Grandier au Bénin. Donc nous avons choisi Grandier parce que c'est un milieu qui a une dimension très morphologique par rapport à Xochimilco et cela donc a conduit le matériel de travail pour qu'on puisse développer cette thèse. Donc nous avons aussi proposé de construire un cadre heuristique qui découlera cette expérience sur la base de l'approche relationnelle entre les deux champs d'études que nous avons mobilisés. Donc tout cela nous a permis de compléter le manque de connaissances sur le phénomène de l'adaptation à partir du milieu qui est lui-même résilient depuis sa création, comme je vous le montrerai tout à l'heure. En synthèse, votre étude principale, c'est quoi? C'est d'étudier le phénomène de l'adaptation urbaine d'un système socio-écologique qui subit des stress démographiques, climatiques, l'accès ou l'indisponibilité des ressources écologiques. Alors, pour opérationnaliser notre recherche, nous avons choisi une approche qui est généralement historico-interprétative, c'est-à-dire que nous avons documenté l'évolution des formes bâties entre 1980 et 2020 d'une part, et en parallèle, nous avons aussi documenté l'évolution des vulnérabilités socio-écologiques sur la même période. L'idée, ce n'était pas de les prendre séparément, mais d'arriver finalement à interpréter un lien relationnel entre ces évolutions-là sur la même diachronie. Et comme technique de recherche, nous avons utilisé des observations sur le terrain, des entretiens semi-dirigés. Nous avons fait une vaste collecte de données satellitaires à travers des sites et nous avons aussi utilisé des statistiques de littérature grise. En termes de résultats, nous sommes rapprochés en fait de 110 personnes, des chefs de famille, des chefs de ménage, et nous avons observé en parallèle 110 cadres bâtis au sein de la cité Lacus de Grandier. Mais nous n'avons pas utilisé tous les 110 entretiens, nous avons fait ce qu'on appelle un échantillonnage. Nous avons donc défini un échantillon axial de 33 fiches sur laquelle nous avons développé l'ensemble de la recherche pour la conduire jusqu'au niveau où elle est. Pour le traitement des données, vous avez ici une idée d'à peu près l'ensemble de nos données. Donc il y en a qui sont dans le test, il y en a qui sont dans le milieu construit, les pratiques architecturales, les tableaux statistiques et le cycle assisté par drone. Ici, je vous montre une image d'une des fiches issues du terrain. La particularité de ces fiches-là, c'est qu'elles combinent à la fois les entretiens semi-dirigés et l'observation du cadre bâti qui appartient à la même personne qui nous explique comment elle a fait avancer son cadre bâti, comment elle a adapté ou fait évoluer dans le temps. Nous avons mis une copie de chacune de ces fiches-là auprès des membres du jury pour que vous puissiez en prendre connaissance. Voici une image du travail avec les SIG et aussi le codebook NVivo qui nous a servi à cartographier l'ensemble des écrits historiques que nous avons relevés. Il faut aussi noter que tout ça s'est fait pendant la période de Covid-19. Juste au moment où nous nous apprêtions à aller sur le terrain, nous avions été empêchés, malgré le fait que nous avions obtenu quand même une subvention du CRDI, et nous avons dû nous adapter complètement. Nous avons changé de stratégie, nous avons dû recruter une équipe sur le terrain avec qui nous avons travaillé à distance, que ce soit sur l'analyse spatiale SIG, que ce soit sur la collecte des données. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, nous avons beaucoup appris, il y avait beaucoup de difficultés aussi, mais nous avons fait comme notre thème du jour, nous nous sommes adaptés. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous situer à travers une immersion. C'est quoi un habitat lacus? C'est quoi l'habitat lacus de Grandier? Donc je vous invite respectueusement à regarder ces courtes vidéos de 2 minutes. Spatial, disposant de plusieurs types de chenaux et de canaux qui permettent à la population de circuler sur l'eau. Ici, le mode de vie, c'est vraiment l'eau.
de notre thèse, nous avons relevé que la naissance de Grandier est extrêmement liée aux razzias esclavagistes qui ont eu lieu au XVIIe siècle. Donc, dans la fuite stratégique, de nombreux peuples en Afrique vont se déplacer pour échapper à la capture. Et parmi ces peuples, nous avons le peuple Tofin, qui va donc se déplacer à l'emplacement du nord du lac Nokwe, comme je vous l'ai expliqué, et qui vont d'abord, dans un premier temps, se territorialiser en développant un village semi-lacustre. Mais plus tard, ils vont accentuer la découverte de leur milieu socio-écologique, ils vont se l'approprier, découvrir toutes les ressources présentes, et vont donc faire plusieurs phases de déplacement qui vont nous conduire justement à l'installation définitive à l'embouchure du lac, de la rivière Sceaux et le lac Nokwe, qui est donc l'emplacement actuel. Et compte tenu des ressources en place, ils vont développer une structure sociale et spatiale que nous avons essayé de présenter dans cette organisation socio-spatiale. Nous allons revenir lors des discussions en détail. Et cette organisation socio-spatiale a émergé ce qu'on appelle le commun. Le commun, ce n'est ni un quartier, ce n'est ni un îlot, c'est un regroupement social et spatial, mais en absence de limites géographiques fixes et qui est régi par des règles de res nullius, de res communis et d'autres principes spatiaux vernaculaires. Alors, à l'échelle du tissu lacustre, le tissu lacustre de Grandier est extrêmement spécial. En effet, on voit que le milieu construit et l'écosystème du lac n'ont cessé de s'influencer sur près de 3 siècles, dans une continuité de cycles et d'états d'équilibre. Nous avons pris un exemple de cycle, juste pour vous illustrer, en 2016 et 2020. Nous avons remarqué qu'un double phénomène de submersion et d'urbanisation, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait le phénomène de la montée des eaux, le cadre bâti quand même a continué à se densifier, à s'étaler, même si en termes de proportion, on a l'impression qu'il a baissé de 3%. Donc tout cela démontre que le tissu lacustre est comme un organisme vivant qui s'adapte vraiment compte tenu de la capacité que le milieu ou le lac offre à la population à développer, à produire leur espace. Et parmi les phénomènes qu'on peut aussi observer dans le milieu, il y a celui de l'étalement spatial, qui a abouti aujourd'hui à la naissance d'une conurbation entre les 5 cités lacustres au nord-ouest du lac Nokwe. Donc il n'y a pas que Grandier. Donc nous avons pu l'observer lors de notre naissance sur le terrain en 2022, et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus de cet étalement spatial, il y a des éléments qui s'observent dans l'espace, notamment les habitudes foncières, qui vont varier d'une famille à une autre, d'un clan à un autre, et d'un groupe socio-culturel à un autre, et qui vont s'ancrer sur les habitudes foncières liées au reste, comme précédemment expliqué. Donc l'occupation sera généralement d'ordre résidentiel, de production halieutique, de frayères, de lieux de mémoire, mais il va aussi muter progressivement par des systèmes de terraformation tels que vous pouvez le constater là. Donc il s'agit du coffrage que la population réalise comme pour ramener un semblant de terre ferme sur un lac qui est extrêmement dynamique. Alors au niveau du cadre bâti architectural, nous avons constaté que l'architecture à Grandier est en fait un croisement de 2 traditions, une provenant de la flèche littorale et l'autre des vallées agricoles. Cela démontre que, loin d'être complètement enclavées, à travers un processus de transport et de commerce, les populations ont développé des relations avec les peuples aux alentours, ont appris des techniques, des innovations, des apprentissages, l'ont réadapté au milieu pour pouvoir y vivre de façon un peu plus pérenne. L'autre manière d'expliquer cela, c'est en observant la disponibilité des ressources écologiques entre 1980 et 2016. Nous avons constaté qu'au fur et à mesure que l'urbanisation autour du lac a progressé et que les ressources écologiques pour l'habitat palafite a baissé, les populations elles ne sont pas plaintes, elles sont juste comme aller chercher de nouveaux matériaux qui sont exogènes au milieu, comme le ciment et la tôle, et ont donc développé de nouvelles architectures. Là, vous avez une image qui montre une évolution en 4 cycles. Vous avez une architecture palafite témoin de l'occupation initiale, elle va ensuite muter par l'indisponibilité des ressources, la difficulté à les acquérir financièrement. On parlera donc d'une architecture palafite en mutation. On passera plus tard à une architecture mixte qui est en fait liée à plein de changements, notamment ceux des changements climatiques aux alentours des années 2010. Mais vu que le niveau des eaux va continuer à monter et à monter, donc il y a une nouvelle architecture que nous avons découverte en 2021 que nous avons baptisée le symbole lacustre, qui signifie maison à niveau. Voici d'autres images du symbole lacustre qui vraiment démontrent qu'il y a des réponses qui se font ailleurs dans le monde par rapport à la montée des eaux et que les populations n'attendent pas forcément les politiques internationales pour développer des stratégies pour pouvoir continuer à progresser dans les habitats
dans lequel ils résident. Alors là, maintenant, je vais passer au niveau des vulnérabilités sociales. Dans le chapitre 8, nous avons démontré que les peuples toffins ont d'abord, dans un premier temps, bâti une identité, celle des hommes et des femmes de l'eau, en opposition à une identité des gens comme vous et moi, qui vont baptiser les Agénons, les hommes et les femmes de la terre. Et donc cette identité-là, en se construisant, va leur permettre de croître au niveau démographique et surtout de leur donner une légitimité à transformer l'espace dans le temps et de se l'approprier de façon définitive. Cette identité sera tellement forte que lors de la colonisation, elle va leur servir de tremplin pour essayer comme de, je ne veux pas dire de résister, mais de conjuguer, de discuter, de négocier avec les règles coloniales qui vont venir en fait complètement changer les structures à la fois sociales et spatiales. Donc il va finalement avoir deux gouvernances dans la cité, une gouvernance dite autochtone, d'après nos regards, et une administration coloniale qui vont souvent être en conflit régulier, notamment parce qu'il fallait, par exemple, recruter des gens pour aller faire les deux guerres mondiales, ou comme par exemple les travaux forcés. Mais le fait qu'il y avait l'eau était devenue un espace de refuge, difficilement accessible pour le colon, donc un espace de sécurité. Donc on découvre aussi que l'identité va devenir donc une forme d'adaptation de l'identité qui va progresser et offrir à la population un levier de négociation, contrairement aux autres peuples qui étaient sur la terre ferme et qui sont facilement fait coloniser. L'autre aspect, pour expliquer cet aspect, c'est celui de la densité résidentielle. Nous avons constaté qu'il y a des techniques qui ont émergé du brassage, de l'apprentissage de l'arrivée des colons au Bénin à cette époque-là. Et donc, elles vont agir sur l'étalement, sur la manière dont le tissu spatial est construit. Vous allez voir dans la partie 1 et 2 que la plupart des bâtis sont agglutinés d'après l'organisation socio-spatiale que je vous ai tantôt expliqué. Et dans les parties 3, 4, 5, 6, on va commencer à observer l'étalement, le principe d'alignement le long de cours d'eau, ce qui est complètement nouveau. La règle ici coloniale voulait que ce soit une technique pour réduire la propagation des incendies, mais après aussi, elle va se conjuguer à des réalités politiques telles que la course aux ressources écologiques dans le milieu et donc les rivalités lignagères qui vont s'y mêler. Mais tout cela ne démontre qu'une chose, il y a une continuité d'appropriation sociale des communs, ici surtout la ressource halieutique et les espaces comme vierges pour y produire de l'espace construit. Et aussi va mettre en place, cela va entraîner aussi une mutation de la législation coutumière qui va devoir être reconnue finalement à partir des années 60 par la République du Bénin qui n'a que 65 ans, pendant que la cité lacustre qu'elle abrite a à peu près 300 ans. Donc cela va créer de nombreux enjeux, parce que pour le Bénin, le lac appartient à l'ensemble de la communauté béninoise, mais pour les Toffins, le lac lui appartient. Au niveau écologique, à l'échelle de l'agglomération du tissu lacustre, la principale cause ici que nous avons relevée, et d'autres auteurs aussi qui l'ont relevé, est celle qui a eu lieu le 21 septembre 1885 avec l'ouverture du chenal de Cotonou que vous voyez là. Alors, cette ouverture-là va entraîner un profond changement puisque de l'eau salée va s'introduire dans de l'eau douce du lac et va complètement détériorer les équilibres du biotope et par ricochet va agir sur la capacité de production de la ressource halieutique, la diversification des espèces, l'accès à des types d'espèces florales ou animales pour la production de l'espace. Cela va entraîner de profondes mutations économiques qui vont bouleverser l'organisation sociale du milieu. On va noter surtout à ce moment-là l'accentuation de l'apparition de classes sociales dont les plus riches seront dénommés Akwenombe, ce qui signifie ceux qui ont de l'argent. Cela ira plus loin entraînant de nouveaux aléas environnementaux que je vous montrerai un peu plus tard. Mis à part cela, on va noter une baisse du niveau général moyen du lac et au même moment, l'accroissement démographique qui lui va entraîner une pollution environnementale de plus en plus conséquente. Et donc du coup, le substrat du lac va se retrouver en griffe pollué par des matières à la fois organiques et plastiques. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui, malgré les politiques qui sont mises en place pour essayer de nettoyer l'environnement général du lac. Mais les courants d'eau, les courants d'eau en direction de l'océan Atlantique complexifient la chose. Au niveau des vulnérabilités écologiques et climatiques à l'échelle du cadre bâti, tantôt je vous parlais de l'ouverture du chenal de Cotonou. Elle va entraîner l'apparition
de xylophages et de tarés, qui sont des espèces maritimes, dans l'eau douce du lac, complètement friands du bois. Et donc, face à une architecture complètement palafite, ces xylophages et tarés vont se mettre à l'aise, elles vont tout ravager, elles vont tout détruire. Cela va agir sur le coût économique de la réfection du cadre bâti. Cela va agir aussi sur la capacité que la population a à progresser et à s'offrir un cadre de vie un peu plus meilleur, puisqu'elles vont passer leur temps à rénover, à rénover, à rénover. Et donc, du coup, cela sera finalement une des principales causes d'une seconde vague de migration qui va avoir lieu de la cité vers le Nigeria et entraîner la naissance d'un bidonville lacustre dans la baie de Lagos qu'on appelle Makoko. Mais à part cela, on peut aussi nommer les incendies, qu'elles soient criminelles ou non, qui vont contribuer à ravager des pans entiers de la cité, compte tenu du type de mode d'éclairage que vous allez voir au niveau des fiches d'entretien lors des échanges avec la population locale. À part cela, avec l'avènement des changements climatiques, les tempêtes et les tornades sur le lac seront de plus en plus fréquents, de plus en plus réguliers et de plus en plus violents. Elles vont parfois entraîner la destruction de communs entiers, nécessitant de vastes ressources communautaires et individuelles pour la reconstruction, et parfois entraîner une paupérisation croissante de certains pans de la population. D'autres images ici pour vous montrer d'autres phénomènes nouveaux qui vont aussi apparaître, notamment l'inondation, ce qui est drôle sur un lac. Mais oui, il y a des inondations parce que les gens réalisent des décrochages et que l'eau n'arrive pas à couler comme il faut et qu'il vient avec force. Et donc, du coup, les populations ont été obligées de s'adapter une nouvelle fois et de mettre en place des pilotis en béton qui, techniquement, devraient leur permettre comme de résister, mais en fait, va entraîner d'autres boucles de rétroaction dont nous parlerons lors des discussions. Et donc, vous allez voir que finalement, il y aura aussi une mutation des techniques architecturales. On va construire en mettant en place des structures hautes pour éviter aussi l'avènement de la montée des eaux pour ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens dans la cité. Alors, nous voici au bout de la présentation des principaux résultats. Donc, j'aborderai la partie 3 sur le processus de l'adaptation. En d'autres termes, que peut-on retenir de tout cela? Selon nous, tout peut se résumer en une phrase. Il y a un vécu continu, anthropomorphologie et résilience socio-écologique. Et pour comprendre cela, voici deux images synthétiques. On observe l'évolution de la cité sur 300 ans, du XVIIe siècle jusqu'à l'année 2020, qui est l'année finale de notre diachronie. On passe d'un village semi-lacustre à un village lacustre. Et du village lacustre à une cité lacustre. Il y aura plusieurs forces qui vont agir, notamment dans un premier temps la migration, les razzias, ensuite l'accroissement de l'insécurité. Pendant la période coloniale, plus tard il y aura une paix régionale qui va apparaître. Après il y aura un accroissement démographique et un aménagement des ressources écologiques en présence de changements climatiques. On va aussi noter des activités de subsistance qui vont évoluer. On passe d'une population habituée à faire de l'agriculture de décrue à une pêcherie dans les eaux du lac, puis à développer des pêcheries Akaja spécialisées complètement dans le lac. Et ça va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau de l'architecture, on va passer d'un bâti sur podium semi-lacustre à un bâti palafite sur pilotis, un bâti sur pilotis mathéoniste et aujourd'hui au symbole lacustre. On peut prendre aussi la question d'une autre manière, en regardant par exemple l'évolution socio-culturelle. Donc on passe de la genèse d'une civilisation dite bleue à une accumulation d'expériences sous le mode de vie lacustre, après la naissance du mode organisationnel de l'habitat lacustre, à l'ingérence étrangère par la colonisation, et ensuite par l'ingérence du Bénin en tant que république nouvellement créée. Il y aura donc plusieurs enjeux qui sont là, des enjeux de sécurité, des enjeux de croissance, de défense et des enjeux de pérennité. Tout cela nous fait dire que, selon nous, il y a ce qu'on appelle une translation. Pour nous, la translation, ce sera finalement le passage entre des formes de construction et des cognitions. Et ce passage-là, en fait, va se faire entre un cadre qui est physico-spatial, qui est observable, qui est visible, et un cadre cognito-spatial, en fait, qui est propre à chaque individu qui vit dans la cité. Et donc, au fur et à mesure que les populations vont vivre des vulnérabilités sociales et écologiques, elles vont réagir en mettant en place des actions sur la base de ressources disponibles dans le cadre physico-spatial. Et donc, ce cycle-là, qui est en fait un cycle itératif, va perdurer et va donc s'aligner sur la notion de cycle adaptatif qui est complètement documentée dans les études environnementales et écologiques. Donc, cette translation adaptative nous fait dire que nous avons donc déduit qu'il y a une adaptation qui est morphologique et cognitive. Nous définissons l'adaptation morphologique
comme la capacité de la cité lacustre à transformer les formes bâties, son tissu social et sa structure physique pour répondre aux pressions démographiques, climatiques et environnementales vécues par la population. Elle peut se lier à travers les évolutions typomorphologiques et traduit la manière dont la société locale fait face concrètement organise concrètement son espace face au stress combiné. Au niveau cognitif, dans le cas de Gambier, il y a le processus par lequel les communautés mobilisent et transforment leurs représentations, leurs idées, leur système de légitimation sociale pour répondre au stress démographique, climatique et écologique. Donc, elle traduit l'adaptabilité des habitants dans la sphère socio-culturelle et organisationnelle en interaction avec les opportunités et vulnérabilités de leur environnement. Est-ce que l'adaptation cognitive et morphologique sont deux aspects différents? En fait, non. Il s'agit en fait de deux faces d'une même pièce. Une fois lancée en pièce, elle forme un processus qui va se découler dans le temps et dans l'espace. Et c'est pour cela que nous avons conclu en disant que notre thèse sur le phénomène de l'adaptation urbaine, dans le cadre de Gambier, elle a moins pondéré les adaptations individuelles face aux événements tragiques vécus, perçus et culturellement représentés. Elle combine des mécanismes cognitifs individuels et la matérialisation de ces mécanismes cognitifs dans l'espace physique. Donc, l'adaptation cognitive et morphologique, en fait, elles forment un même processus qui va agir cycliquement entre représentation, capacité d'action et stratégie de réponse en présence de ressources adéquates. Sans ressources écologiques, je peux avoir des idées, mais je ne peux pas les mettre en valeur, je ne peux pas les matérialiser. Et donc, ce cycle va s'étudier en observant une trace spatiale ou sociale et en questionnant les personnes qui ont fait évoluer cette trace-là dans le temps. Nous, dans notre cas, nous avons choisi l'architecture, donc le bâti. Nous avons proposé un premier jet d'un cadre heuristique sur l'analyse relationnelle des phénomènes urbains qui découle de toutes ces observations que nous venons de vous expliquer. Et nous estimons quand même que ce cadre-là, il doit évoluer, il est loin d'être terminé, il n'y a pas assez de choses. Il y a d'autres cas d'études qui vont comme l'enrichir et qui vont nous permettre de contribuer à le faire améliorer dans le temps et dans l'espace. Quelles sont les retombées et limites de la thèse? Voici une image que vous pouvez trouver sur les images que vous trouvez sur Internet lorsque vous tapez urbanisme bleu, ville du futur. Elles sont très belles, elles témoignent d'un design incroyable. Par exemple, on a carrément l'ONU qui a mis beaucoup d'argent à confectionner Oceanix, qui serait, soi-disant, une ville flottante adaptée pour les réfugiés climatiques. Mais vous et moi, comme nous venons de le voir dans le cas de Gambier, nous avons découvert que ça prend du temps. Cela prend des populations qui sont en fait culturellement enracinées dans des milieux écosystémiques. Donc, est-ce que Oceanix est adapté à une personne qui vit dans la toundra, à une personne qui vit dans le désert, à une personne qui vit dans un milieu lacustre ou dans un marécage? Donc, nous estimons que les politiques d'adaptation ne peuvent être pensées comme des modèles importés. Elles doivent s'ancrer dans les réalités locales et dans l'histoire longue des ajustements sociaux et spatiaux de tous les peuples sur la planète Terre. Et les pratiques vernaculaires sont bien plus que des solutions de survie. Elles constituent de véritables laboratoires d'innovation urbaine que nous pensons qu'il faut continuer à documenter afin de pouvoir trouver des solutions pérennes pour nos cadres de vie. Donc, elles combinent savoir hérité et créativité contemporaine. Nous avons aussi trouvé des retombées liées à l'encadrement. Lorsque nous nous sommes approchés des professeurs Racine François et Dominique Lapointe, c'était extrêmement compliqué parce que chacun d'eux avait son champ disciplinaire et de connaissances. Et le fait qu'ils aient accepté nous encadrer était déjà la première forme d'adaptation que des professeurs acceptent comme sortie de leur cadre de base pour construire quelque chose de nouveau et de pluriel pour comprendre des phénomènes de plus en plus complexes. Donc pour nous, nous estimons que le fait qu'ils acceptaient de nous encadrer confirme l'importance de construire un cadre théorique dimensionnel. J'irai plus loin parce que parfois je me faisais dire, est-ce que François et Dominique peuvent travailler ensemble? Étant donné qu'ils étaient dans des champs complètement parfois vus comme éloignés. Mais le fait qu'ils acceptaient de nous encadrer pour comprendre ce phénomène-là démontre une fois de plus que notre département dispose de ressources incroyables. Il faut juste qu'on soit capable de mettre en place, de mettre en œuvre une manière de travailler pour construire de nouveaux cadres conceptuels et théoriques pour faire face à des événements qui sont de plus en plus violents, de plus en plus inadaptés à ce que nous connaissions avant. Le monde a changé et il faudrait qu'on soit capable d'articuler forme bâtie, représentation sociale, dynamique socio-écologique, pour étudier les phénomènes urbains comme des processus systémiques, relationnels et inscrits dans le temps long. Ça peut être donc le phénomène patrimonial, le phénomène touristique et ainsi de suite. En ce sens,
Nous avons produit une lettre que nous souhaitons ajouter à notre dossier qui aura pour objectif en fait d'appuyer ce regard-là. Parce qu'une fois que nous allons terminer cette thèse, nous ne serons plus ici, mais nous espérons que cela va continuer. Parce que ce département-là a toutes les ressources qu'il faut, étant donné que ce n'est pas un département de géographie, ni un département d'urbanisme, ni un département de SIG, mais tout ça se combine au champ. Donc, toutes ces ressources-là sont présentes. Donc, nous estimons que le DET est l'un des cadres politiques les plus incroyables pour aller jusqu'au bout. Et nous remercions les professeurs François et Dominique pour avoir accepté de faire ce pas avec nous. Quelles sont les limites de notre thèse? Nous avons trouvé 5. D'abord, le cadre heuristique reste un cas spécifique au cas de Ganvier. Donc, il reste à qu'il soit testé dans d'autres contextes, car Ganvier est représentatif, et n'est pas difficilement représentatif de l'ensemble des cités lacustres. Donc, il faut continuer à documenter et non penser que le cadre heuristique est un cas théorique. Non. À part ça, nous avons aussi relevé que vous avez aussi relevé dans vos commentaires, et vous avez raison, que le vécu des interviewés et leurs relations aux différents espaces à travers les extraits de verbatim n'ont pas été mis assez en valeur dans le chapitre 7. Effectivement, cela découle d'un choix que nous avons fait, compte tenu que nous avions choisi la trace socio-écologique qui était le cadre bâti et non la population. Mais nous estimons que c'est quelque chose qui peut se combler lors de la correction de la thèse. Il faut noter que la collecte de données a été contrainte par le contexte de la COVID-19. Et donc, nous avions un accès partiel à certaines données historiques, environnementales, quantitatives. Et ça nous a parfois obligés à faire des reconstructions extrêmement difficiles. Enfin, l'étude éclaire surtout les dynamiques locales, mais elle explore moins en profondeur l'impact des politiques publiques. Par exemple, je vous ai montré dans la vidéo le Tabinois qui avait un projet touristique, ou des ONG et des dynamiques économiques et touristiques extérieures sur le processus de l'adaptation. Donc cela demeure quelque chose qu'on pense qu'on peut combler à travers un article après la thèse, par exemple. Je ne saurais terminer sans remercier le SGUCAM et le CRDI pour avoir accepté de financer cette recherche-là, ainsi que la mairie de Soava qui nous a accueillis dans le milieu. Honorables messieurs les membres et mesdames du jury, honorable monsieur le président du jury, nous voici au terme de cette présentation. Nous sommes extrêmement ouverts à continuer à améliorer la qualité du travail. Il est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et nous nous rendons disponibles pour vos questions dans l'espoir de continuer à travailler pour que tout cela progresse. Merci.